Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Israël poursuit ce soir son offensive aérienne contre le Hamas à Gaza. 300 morts en moins de 48 heures. Malgré les appels de la communauté internationale, l'État hébreu ne semble pas vouloir mettre un terme à son opération. Au contraire, une opération terrestre semble même être en préparation. À Marseille, toujours pas de traces du malade échappé d'un hôpital psychiatrique il y a près de 48 heures. L'homme, décrit comme schizophrène, avait été mis en examen en 2004 pour meurtre. Déclaré pénalement irresponsable, il avait alors bénéficié d'un non-lieu. Réveillon, deuxième round après Noël, à Saint-Sylvestre. Comment préparer un repas de fête quand il n'y a plus grand-chose dans le porte-monnaie? Eh bien, les commerçants et les restaurateurs jouent le jeu, ils serrent les prix. Grand coup de froid sur tout le pays, mais grand coup de soleil aussi. Le ciel est resté bleu un peu partout, l'occasion pour de nombreuses familles de se balader ou de faire les musées. Enfin, c'est l'année Coco, pas moins de 3 films consacrés à Mademoiselle Chanel, 2 longs métrages de cinéma et un téléfilm en 2 parties avec Shirley MacLaine dans le rôle titre que France 2 diffusera demain et après-demain. Israël est donc resté sourd aux appels de la communauté internationale. L'État hébreu poursuit son offensive aérienne contre le Hamas à Gaza, des raids qui ont déjà fait près de 300 morts en moins de 48 heures. Par ailleurs, le déploiement de blindés le long de la frontière du territoire contrôlé par le mouvement islamiste laisse présager une opération terrestre. Charles Anderlin, Talal Abourameh et Alan Grégo sont nos correspondants sur place. Durant toute la journée, l'aviation israélienne a poursuivi ses frappes sur Gaza. Ici, le grand quartier général vient d'être bombardé. C'est aussi la prison où le Hamas détient des dizaines de militants du Fatah. Leurs proches accourent aux nouvelles. Il y aurait des morts. Cette femme craint pour la vie de ses fils. Selon le Hamas, les prisonniers auraient été transférés et enfermés dans une mosquée. D'autres immeubles ont été détruits, selon l'armée israélienne, des entrepôts d'armes, des ateliers de fabrication de roquettes. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Entre 2 bombardements, le Hamas enterre ses morts. Des sources palestiniennes font état de plus de 800 blessés, parmi lesquels de nombreux civils. Car à Gaza, il n'y a pas que des militants, mais surtout une population terrorisée. Moi, j'ai vraiment absolument peur. J'ai l'horreur en fait de rester ici à Gaza. Moi, j'aimerais bien en fait quitter Gaza le plus tôt possible, si jamais c'est possible. Le gouvernement israélien a décidé de rappeler des milliers de réservistes. Et autour de la bande de Gaza, les préparatifs militaires se poursuivent. Un déploiement de blindés est en cours, très médiatisé. Des images qui sont aussi destinées au Hamas. Pendant ce temps, la Cisjordanie est revenue à l'heure de l'intifada. À Hébron, la police palestinienne du président Mahmoud Abbas a dispersé Manu Militari, une manifestation pro-Hamas. Au nord de Jérusalem, ce sont des gardes frontières israéliens qui ont affronté les jeunes lanceurs de pierres palestiniens. Inexorablement, la région s'embrase. Et on vous retrouve en direct de Jérusalem, Charles Anderlin. Bonsoir, on vient de voir votre reportage. Il est peut-être bon de rappeler, Charles, peut-être ce qui a conduit à cette offensive israélienne. Eh bien, visiblement, le Hamas a commis une série d'erreurs d'analyse. Tout d'abord, en ne renouvelant pas la trêve. Pendant près de 6 mois, les islamistes avaient continué régulièrement à lancer des roquettes en direction du territoire israélien, sans faire de victimes. Mais c'était encore à peu près supportable pour les dirigeants israéliens. Et puis il y a eu les salves de la semaine dernière qui ont changé absolument la situation. Et cela d'autant plus que les dirigeants israéliens sont en pleine période électorale. Aussi bien le ministre de la Défense, Ehud Barak, chef du Parti travailliste, que Madame Livni, présidente de Kadima, ne pouvaient pas se permettre de se présenter devant les électeurs alors qu'une telle situation se poursuit dans le sud d'Israël et qu'une population se terre dans les abris sous les roquettes du Hamas. Donc, à partir de ce moment-là, le Hamas n'a pas compris qu'il poussait les Israéliens à une riposte. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais alors, Charles, quel est l'objectif d'Israël? Est-ce que c'est réoccuper la bande de Gaza, renverser le Hamas? C'est quoi?
Non, ni renverser le Hamas, ni occuper la bande de Gaza. Les Israéliens savent que le Hamas n'est pas seulement une organisation militaire, c'est aussi un mouvement politique et social qui compte à Gaza des centaines de milliers d'adhérents. Non, il s'agit d'affaiblir militairement et politiquement le Hamas et de parvenir tôt ou tard à une trêve dans de meilleures conditions pour Israël, peut-être aussi un accord global avec le Hamas qui permettrait la libération du soldat Gilad Shalit qui est détenu à Gaza. Charles Anderlin en direct de Jérusalem, merci pour ces précisions. Ce soir, Nicolas Sarkozy exprime sa vive préoccupation face à l'escalade de la violence dans le sud d'Israël et dans la bande de Gaza. Il l'a fait lors d'un entretien téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Et puis, partout dans le monde, des manifestations spontanées se sont organisées contre l'offensive israélienne. Yvan Mako. Dans le monde arabe, ils sont des milliers à protester contre les tirs israéliens. Scène de révolte dans les camps palestiniens du Liban et à Beyrouth. Certains ont même tenté de s'approcher de l'ambassade d'Égypte pour demander au Caire d'ouvrir ses frontières aux habitants de Gaza. Pour les disperser, la police a utilisé les gaz lacrymogènes. Même banderole et même drapeau palestinien en Égypte, en Jordanie ou ici au Yémen, où le parti au pouvoir a organisé cette gigantesque manifestation. Pour le président palestinien, c'est au Hamas de trouver la solution. Nous sommes en contact avec les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza et nous leur disons, s'il vous plaît, ne mettez pas fin à la trêve, laissez-la continuer, ce qui nous aurait permis d'éviter ce qui s'est passé. En Europe aussi, des échauffourées ont éclaté devant l'ambassade d'Israël à Londres. 3 personnes ont été interpellées. Ambiance plus calme à Madrid, où ils étaient près d'1 millier à s'être rassemblés, de toute confession. À Paris, enfin, les associations pro-palestiniennes ont réuni sans incident près de 1500 personnes. Voilà donc pour la situation au Proche-Orient ce soir où l'offensive israélienne contre le Hamas à Gaza se poursuit. Offensive qui, je vous le rappelle, a déjà fait en moins de 48 heures près de 300 morts. À Marseille, la police toujours sur les dents pour retrouver le malade de 39 ans échappé d'un hôpital psychiatrique dans la nuit de vendredi à samedi. L'homme décrit comme schizophrène avait été mis en examen en 2004 pour meurtre. Déclaré pénalement irresponsable, il avait alors bénéficié d'un non-lieu. Stéphane Despinois, Gilles Guérin. L'homme était interné depuis plus d'1 an ici, dans ce pavillon de l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse. Dans la nuit de vendredi à samedi, Joël Gaillard s'est fait la belle. Ce patient schizophrène aurait profité du déclenchement de l'alarme incendie pour tromper la vigilance des infirmières. Il venait de se voir refuser la permission de sortir à Noël. À l'hôpital, cette fuite ne surprend guère. Plus d'une centaine de patients ont besoin d'une surveillance attentionnée, mais les personnels soignants déplorent le manque de moyens. Nous avions 23 chambres d'isolement il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une petite quinzaine. Aujourd'hui, nos chambres d'isolement sont pleines et nous ne pouvons plus maintenir dans ces chambres d'isolement la totalité des patients qui relèveraient d'une chambre d'isolement. L'homme qui s'est échappé est activement recherché car il est considéré comme dangereux. Dans son édition du jour, le Dauphiné Libéré publie une photo de lui datant de 2004. À cette époque, Joël Gaillard, déjà interné mais en cavale, tue le compagnon de sa grand-mère à Gap, sans mobile apparent. Sa fuite d'aujourd'hui réveille de bien mauvais souvenirs chez le fils de sa victime. Il a assassiné à coups de hache dans une... C'était affreux parce que moi j'ai vu mon père dans un samar de sang, il baignait dans du sang. J'en veux surtout au corps médical en général parce que ces gens-là doivent être suivis beaucoup plus. En 2001, le fuyard avait déjà tenté de tuer, mais à chaque fois il a été déclaré irresponsable de ses actes. Ce soir, il court toujours. Un autre malade moins dangereux a tenté de l'imiter. Il a réussi à s'enfuir de l'hôpital Édouard Toulouse ce matin avant d'être rattrapé un peu plus tard. Alors cette affaire relance une fois encore le débat sur la sécurité des établissements psychiatriques. Le 12 novembre dernier, vous vous en souvenez, un homme de 56 ans avait mortellement poignardé un étudiant à Grenoble après avoir fugué de l'hôpital où il était soigné. Nicolas Sarkozy avait alors annoncé une enveloppe de 70 millions d'euros, de quoi durcir les conditions de surveillance des patients les plus dangereux. Antoine Gaveau, David Dameda. C'était il y a 1 mois et demi à Grenoble. Un étudiant mourait poignardé dans la rue en plein jour. Le meurtrier, un malade mental schizophrène, venait de s'échapper de cet hôpital psychiatrique pendant une promenade.
Aucun chiffre officiel ni étude, difficile de savoir combien de malades parviennent chaque année à sortir des établissements sans autorisation. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas dangereux et reviennent d'ailleurs d'eux-mêmes après quelques heures. Après le meurtre de Grenoble, le président de la République avait promis 70 millions d'euros pour sécuriser les hôpitaux. Aujourd'hui, la ministre de la Santé a exposé les premières mesures. Création de 4 unités pour malades difficiles, création de 200 chambres sécurisées et puis un certain nombre de mesures pour s'assurer que ces malades dangereux qui n'ont pas d'autorisation de sortie ne puissent pas effectivement sortir. Mais nombre de professionnels condamnent cette politique, selon eux, trop répressive. Ils souhaitent d'abord plus de personnel et donc plus d'argent. Il faut des moyens humains et pas des centres de rétention ou des centres de prison et pas de stigmatisation. Sinon, on va à l'encontre finalement du but recherché, c'est-à-dire qu'on crée chez les sujets une angoisse. Les nouvelles mesures devraient entrer en vigueur au printemps prochain, après l'examen du projet de loi sur la réforme de l'hospitalisation d'office. Fusillade en Corse cet après-midi. L'exploitant d'un bar de nuit a été grièvement blessé de plusieurs tirs au ventre et à la jambe alors qu'il circulait à bord d'un 4x4 sur une route proche de l'aéroport d'Ajaccio. Hospitalisé, il a de plus été placé sous surveillance judiciaire. Il aurait riposté aux tirs qu'il visait en tirant lui-même plusieurs balles. L'assassinat des 2 Thaïlandaises de la rue de Crussol, la garde à vue du suspect interpellé hier à Saint-Germain-des-Prés est prolongée de 24 heures. L'homme qui était sous surveillance depuis plusieurs jours est portugais. Il était vraisemblablement client des prostituées retrouvées mortes. C'est la police scientifique qui est remontée jusqu'à lui. Hakim Abdelkalek, Marie Cros. Alerté par un voisin, la police fait le soir du 23 décembre dans cet immeuble en plein cœur de Paris une macabre découverte. Dans les couloirs, le corps d'une première femme thaïlandaise gisant dans le sang après avoir été poignardée. À quelques mètres, dans l'appartement, un deuxième corps, également celui d'une Thaïlandaise. Les 2 femmes de 28 ans étaient des prostituées. Rapidement, la police privilégie la piste d'un de leurs clients. 1 500 € et des effets personnels ont disparu, dont des téléphones portables. Localisé grâce à ces mêmes téléphones, un cuisinier de 36 ans a été placé hier en garde à vue. Face aux enquêteurs, il a partiellement avoué. Pour l'instant, je crois que les enquêteurs de la brigade criminelle sont en train de préciser si on est véritablement dans l'acte de folie meurtrier ou si on est dans un acte un peu plus froid. Un acte froid, autrement dit prémédité. L'arme présumée du crime et des effets personnels des victimes ont été retrouvés à l'hôtel du suspect qui vit au Luxembourg. Inconnu des services de police en France, il n'a pas d'antécédent psychiatrique. Des premières analyses ont également révélé des traces de drogue dans son sang. Un attentat suicide en Afghanistan perpétré cet après-midi dans l'est du pays. Un kamikaze s'est fait exploser au volant d'une voiture à proximité d'un collège où de nombreux adolescents étaient venus consulter les résultats de leurs examens. Bilan 16 morts, dont 14 enfants. En Afghanistan, où 3000 soldats français sont actuellement déployés, 650 d'entre eux ont participé aujourd'hui à une grande opération dite de ratissage dans la vallée de l'Ouzbin, là où précisément 10 soldats ont péri dans l'embuscade des talibans en août dernier. Opération spectaculaire menée en collaboration avec l'armée afghane et avec l'appui de drones et d'hélicoptères. C'est le grand format de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Mathias Second. Les dernières maisons de Kaboul. Il faut voler en rase-motte. L'effet de surprise empêche tout tir ennemi. L'hélicoptère file à 250 km/h, à quelques mètres d'altitude, pas plus. Chaque trou dans la roche peut être une cache. Le patron de l'OTAN pour la région de Kaboul, c'est lui, un Français. Le général Stolsteiner commande 2500 hommes venus d'une douzaine de pays. Le moral de mes troupes, je suis très optimiste. En ce qui concerne la suite des événements, comme vous le savez, nous avons un adversaire qui est agile, qui est malin, qui connaît son pays. Donc il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, depuis 24 heures, plus de 600 soldats français ont lancé une grande opération de ratissage dans cette vallée de l'Ouzbin, là où en août dernier, 10 militaires ont été tués dans une embuscade. Cette fois, les talibans sont restés discrets, d'autant que certaines de leurs positions ont été bombardées. Accompagnés de l'armée afghane, des soldats français entrent dans ce village. Pour que ce pays puisse vivre en paix. Tout le monde se réunit autour des anciens, c'est la Choura.
Il s'agit de convaincre les chefs de village qu'il ne faut pas collaborer avec les talibans. Puis, c'est le moment de distribuer l'aide humanitaire. Dans la zone, il y a énormément d'insurgés, y compris parmi les anciens qui assistaient à la Choura. C'est le problème de cette guerre, isoler les talibans, les séparer de la population. La nuit venue, on découvre l'ange gardien de la patrouille, un avion sans pilote qui filme et transmet en direct ses images. Ces drones peuvent voler de jour comme de nuit à 3000 mètres d'altitude. Dans cette salle d'opération, les experts militaires scrutent chacune des images. Me confirmer toutes les positions à l'ouest prises par l'ANA. Des images que nous ne pouvons pas montrer. Elles sont classées secret défense. Un groupe d'insurgés en train de s'exfiltrer vers l'est. J'ai besoin de billes pour vous du passage de ces hélicos hors du créneau casse. Au petit matin, le dernier drone est récupéré. L'opération sur le terrain est terminée. Les Mirages français font un dernier passage. Visiblement, l'armée française a tiré le bilan de l'embuscade du mois d'août. Du matériel supplémentaire est arrivé ici en quantité et en qualité. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner cette guerre? Ça, c'est une autre histoire. Il est 20h15, merci d'être avec nous. À suivre dans votre journal un dimanche dans le froid, mais sous le ciel bleu. Une journée de flânerie joyeuse en famille. Les parcs d'attractions qui rivalisent d'idées pendant ces vacances de Noël, mais les droits d'entrée restent chers. Enfin, tous fous de Coco Chanel, c'est Shirley MacLaine qui l'incarne dès demain dans un très beau téléfilm coproduit par France 2. Mais d'abord, jeudi 1er janvier, la France passera le relais européen à la République tchèque. Après 6 mois d'un tourbillon trop court, au goût de Nicolas Sarkozy, mais même contraint de céder sa place, le président français entend bien capitaliser sur sa gestion des crises institutionnelles, géorgiennes et financières qui auront marqué sa présidence. Alexandre Carrard. Bleu comme la Tour Eiffel, comme le drapeau européen. Bleu encore, comme cette présidence française de l'Union, annoncé sans histoire. Mais l'histoire en a décidé autrement. No, 2 lettres qui plongent l'Europe dans la crise. Un nom irlandais au traité de Lisbonne. Nicolas Sarkozy tente de faire bonne figure, mais c'est un sale coup pour lui, qui a fait des institutions une priorité. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre un pays qui dit non, c'est peut-être le président d'un autre pays qui a dit non. Alors que les institutions patinent, l'Europe tend la main au sud. UPM, comme Union pour la Méditerranée. Joli succès diplomatique à la veille du 14 juillet, à l'image des dirigeants palestiniens et israéliens réunis autour du président français. Au cœur de l'été, c'est du Caucase que souffle la crise. Russes et Géorgiens s'affrontent en Ossétie. Nicolas Sarkozy interrompt ses vacances, s'improvise médiateur. De Moscou à Tbilissi, un voyage éclair avec à la clé un cessez-le-feu. Une fois n'est pas coutume, l'Europe a joué le premier rôle dans une crise diplomatique. Le retour des sphères d'influence n'est pas acceptable. Yalta, c'est fini. En septembre, la bourse s'effondre. À crise exceptionnelle, solution sans précédent. Un plan de relance économique voit le jour, malgré la mésentente franco-allemande. En novembre, à Washington, le G20 se penche sur les finances du monde. Là encore, l'Europe a parlé d'une seule voix. C'est historique que des gens aussi différents décident de prendre des initiatives en commun. Décembre, un accord in extremis sur les émissions de CO2 dans l'Union. Au total, un bilan jugé par beaucoup efficace, mais critiqué par d'autres pour avoir oublié l'essentiel à leurs yeux. Ici, vous nous avez dit, il ne faut pas humilier les Chinois. Vous n'avez pas humilié les Chinois, c'est les Chinois qui vous ont humilié. C'est les Chinois qui vous ont marché dessus. Clap de fin pour la présidence française, place à la République tchèque. L'Elysée réfléchit déjà à une nouvelle stratégie pour garder un rôle moteur en Europe. Ça y est, les Belges auront incessamment un nouveau gouvernement. 10 jours après la démission d'Yves Le Terme, le roi Albert II charge ce soir le chrétien démocrate flamand Herman Van Rompuy de former une nouvelle équipe dirigeante. Depuis 48 heures, il y avait un consensus autour de sa nomination, mais l'actuel président de la Chambre des députés refusait. Il vient donc d'accepter. Ça y est, le pays respire.
En France, Christine Albanel, la ministre de la Culture, se dit consternée ce soir après la nouvelle provocation de Dieudonné, l'ex-humoriste qui a invité sur la scène du Zénith de Paris vendredi soir le négationniste Robert Forisson, historien dont le fonds de commerce est de nier depuis 30 ans la réalité de la Shoah. Les deux hommes, je le rappelle, ont d'ailleurs été tous les deux condamnés par la justice par le passé. 34 départements sous le coup du plan grand froid, principalement dans le nord du pays et dans la région lyonnaise. Ce soir, une panne d'électricité a conduit les autorités à évacuer les 90 détenus de la prison de Mont-de-Marsan près de Bordeaux, invoquant à cause du froid des raisons humanitaires. La préfecture les a redispatchés dans d'autres centres pénitentiaires de la région. Paris n'est pas épargné non plus par le froid, mais il a fait très beau aujourd'hui, bien emmitouflé. Les familles en ont profité pour flâner, se balader et même faire la queue au musée. François-Julien Pinoir, Tristan Lebras. Elle passe la journée dans le plus simple appareil, les fesses à découvert ou seins nus, sans col roulé ni cache-nez. Il n'y a que les statues des fontaines parisiennes pour braver le froid. Ah si, peut-être j'oubliais aussi les mouettes patineuses du jardin du Luxembourg. Tous les autres sortent emmitouflés. Moi j'ai un maillot de corps, après j'ai un soupul, après j'ai un pull. Moi j'ai deux pulls et puis après j'ai un maillot de corps. Et quelle idée par moins 4 degrés de se mettre en robe de mariée. C'est tellement romantique, paraît-il. Paris, congelé. Parce qu'elle a toujours envie de se marier, malgré le froid. Non, il y a si tu Petite hésitation. Non, mais bah oui, bien sûr. Les plus frileux pensaient trouver refuge auprès de Picasso, au Grand Palais. Mais à l'extérieur, c'est pire que la queue d'un tire-fesse au sport d'hiver à l'heure de pointe. Alors les visiteurs improvisent ensemble une chaleureuse chorégraphie. Qu'est-ce que c'est que cette danse là? La danse, on se réchauffe les pieds. C'est une danse artistique pour Picasso. Voilà. Donc on a fait l'exposition, je pense à un bon chocolat chaud. Pour d'autres, c'est café, verre de blanc ou marron grillé. Et cigarettes en terrasse bien entendu, sans chauffage. Donc comment ça s'est passé? C'est monsieur qui voulait s'asseoir à la terrasse? Oui. C'est ça? Absolument, ouais. Pas moi. Ils fument aussi, les sportifs, du dioxyde de carbone. Dites-moi, avec ce froid, vous êtes pas fou là? Franchement, vous rigolez. Le froid n'a pas gelé les locations de Vélib. 50 000 vélos circulent par jour dans la capitale. Aujourd'hui, on en profite qu'il y a le soleil. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu stupide quand on a un peu tous froid. Mademoiselle a pris une gamelle il y a 5 minutes. Et puis, il y a ceux qui bossent. Regardez ce garde républicain. Il n'en peut plus. Il a les orteils aussi froids que sa baïonnette. Il n'attendait qu'une chose, la relève. La voilà, enfin. Il rentre au chaud à l'Élysée. Un réveillon chasse l'autre. À peine remis de Noël, il faut déjà penser au dîner de la Saint-Sylvestre avec un challenge, se faire plaisir tout en se serrant la ceinture. Les clients regardent attentivement les étiquettes, mais de leur côté, commerçants et restaurateurs font des efforts sur les prix. Reportage Caroline Thébault, Marie Cros. Mieux vaut en prendre trop pour ne manquer de rien le 31. La plupart ont déjà fait le menu, même s'ils ont encore la tête dans le pâté, enfin, le foie gras. Je vais faire du saumon, du foie gras, des huîtres, des crevettes, puis après la dinde, et puis avec des haricots verts et de la buis. C'est surtout à base de bière et de champagne et ce genre de choses. On est étudiants, donc on est un peu structurellement pauvre quand même. Voilà. Moi je regarde les prix plus probablement que les années précédentes, puisqu'on nous annonce une année 2009 quand même un peu triste, donc partant de là, obligatoirement je regarde les prix, oui. Trouver son bonheur tout en surveillant les étiquettes, c'est le credo de beaucoup de consommateurs, même pendant les fêtes. Soit ils achètent autant mais vont chercher un prix un peu plus accessible, souvent sur la marque distributeur, soit ils vont chercher un produit qualitatif et ils vont en prendre un petit peu moins, mais ils vont continuer à se faire plaisir. Les supermarchés, eux, multiplient les promotions. De quoi trouver des menus pour petit budget. Exemple pour 6, saumon, chapon, fromage, dessert. Total 50 €, soit 8,30 € par personne. Mais mieux vaut ne pas être affamé. Côté restaurant, certains ont aussi revu à la baisse les prix de leur soirée cotillon. Ici, c'est 2 € de moins qu'en 2007. La direction table sur la Saint-Sylvestre pour rattraper les récentes baisses de fréquentation. Déjà Noël n'était pas terrible, on a perdu à peu près entre 20 et 25% de clientèle quand même. Ouais. On sent vraiment qu'il ça a du mal à partir. Heureusement, il reste encore 3 jours pour espérer faire ça le comble.
Pour le réveillon, le choix du vin est aussi très important. Bon, pas trop onéreux, avec modération. À Cannes se tient jusqu'à demain une vente aux enchères qui a de quoi faire rêver les amateurs des crus d'exception. Bordeaux, Bourgogne affichent leurs flacons les plus prestigieux. Pétrus, Yquem, Romanée Conti, des noms qui font rêver. Nathalie Jourdan, Frédéric Cervelli. Pétrus, Laffitte Rothschild, Aubryon, Margot, un casting de rêve. À Cannes, on s'agenouille pour poser avec les stars. Une bonne table ne va pas sans bon vin. Voilà. Vous allez enchérir cet après-midi? Peut-être. Bon, ce sont des prix qui vont quand même monter. Et il faut raison garder, comme on dit. C'est vrai qu'il y a de quoi perdre la tête. 1200 bouteilles mises aux enchères, des vins d'exception provenant de caves privées. Les connaisseurs sont aux aguets. Vous êtes prêts à lâcher combien? C'est difficile à dire. Il faut voir si les enchères ne montent pas trop. Vous savez, lâcher 10, 15 ou 20 000 ou 25 000 ou 30 000, ça va très très vite. Ça pas la peine de prendre 40 ou 50 caisses. Tout dépend de la qualité de vin que vous choisissez. Tête d'affiche de la vente, cette caisse. Ce lot, c'est une caisse assortiment du domaine de la Romanée Conti, du millésime 1990, avec une bouteille de Romanée Conti à l'intérieur et 11 autres bouteilles uniquement grand cru du domaine de la Romanée Conti, exceptionnel millésime, proposé cet après-midi à la vente entre 18 000 et 20 000 euros. Les enchères débutent à 15 000 euros, trop cher pour la salle. Les acheteurs potentiels se battent à coups de fil. 18 000 à ma droite. Plus sur or, plus au téléphone, 18 000 à ma droite. Une fois, deux fois, sans regret. Adjugé à un acheteur anonyme, on saura seulement que c'est un homme d'affaires avisé. Investir dans le vin, ça paye. En moyenne, sur les 10 dernières années, le rendement est de 12%. C'est 3 fois mieux que le livret A. Santé. Vacances oblige, les parcs d'attractions tentent de faire le plein. Alors ils rivalisent d'idées et d'animations inédites pour attirer les familles. Mais les tarifs restent pour beaucoup prohibitifs. Alors pour payer moins cher, il y a des astuces comme passer par Internet. Nadia Hadjbouziane, Virginie Travers, Fabien Tormos. Les parcs d'attractions, le paradis des enfants, c'est vrai, ils sont venus en prendre plein les yeux et les oreilles. Pour ce week-end de Noël, le parc a encore fait le plein malgré le froid. Mais attention, ceux qui s'amusent le plus ne sont pas toujours ceux que l'on croit. C'est vraiment magnifique. C'est la deuxième fois que je viens, j'ai l'impression que je rate à chaque fois plein de choses parce que je découvre à chaque fois. On a l'impression que c'est jamais la même chose, c'est marrant. Ah, c'est magnifique, pas vraiment chéri. Hein. Ah ouais. La chanson aussi, la chanson. Ah oui. Oui, la chanson c'est trop beau. Ils viennent de toute l'Europe pour fêter la magie de Noël. Dans ce monde parfait, les crises sont forcément de rire. Il y a tellement d'événements terribles dans le monde, mais ici tout le monde est si gentil, tout est si beau. En 2008, le parc a enregistré une fréquentation record, plus de 15 millions de visiteurs. Le secret, Mickey a eu raison de Picsou. Le prix a été divisé par 2, sur Internet en tout cas. Nous, on a eu des tarifs sur Internet. Voilà, c'est vrai que les tarifs normaux, on n'aurait pas pu le faire. Crise ou pas, on ne touche pas au budget divertissement, surtout lorsqu'il a une dimension éducative, comme ici au Futuroscope. En 20 ans, ce temple du virtuel et du multimédia a accueilli 35 millions de visiteurs et continue de faire le plein ces derniers jours. Au milieu, derrière le rocher, un fait. Lélo. Au secours, une araignée. Pas de panique. De quoi rendre un peu plus supportable ce monde de requins. Et du côté du Vendée Globe, c'est plutôt le Grand 8. Les concurrents de tête, dont Michel Desjoyaux, font en ce moment face à un océan Pacifique démonté et qui a mis fin au rêve de victoire de Sébastien Josse, dont le bateau s'est couché. Manuel Tissier. Voilà, accélération. Dans l'océan Indien, Sébastien Josse s'amusait encore avec les éléments. Mais le Pacifique a violemment châtié le bateau du skipper niçois. Écrasé par une vague, le monocoque a passé 1 minute le mât dans l'eau. Grosse frayeur. Heureusement, j'étais assis à ce moment-là. Et je pense que si j'avais été debout, j'aurais pu me faire très mal, me casser un bras ou le mouvement est tellement violent à ce moment-là, la rotation du bateau est tellement violente que de toute façon, j'aurais pas pu m'approcher, j'aurais été projeté de l'autre côté du bateau. En haut à gauche, Josse s'est dérouté pour réparer les dégâts dans une mer plus calme ou se décider à l'abandon. Devant lui, les bateaux de Vincent Rioux et Armel Lecléache sont au coude à coude.
Ils ont évité la tempête, ensemble, inséparables, après 49 jours de mer. En sortant changer de voile, sur qui je suis tombé, je vais vous montrer. La surprise du jour, Fritter. Les deux Bretons sont à la poursuite d'un trio de tête, toujours emmené par Michel Desjoyaux. Alors ça vous plaît le Pacifique un peu énervé comme ça? Le vainqueur 2001 mène un rythme d'enfer alors qu'à l'arrière, le Canadien Hatfield a abandonné. Il ne reste plus que 17 bateaux sur 30 partants dans cette course débridée. C'était aujourd'hui le All-Star Game, la grande fête française du basketball. Ça se passe au Palais Omnisport de Paris-Bercy autour d'un grand match, des exhibitions, dont un concours de dunk. Le dunk est au basket ce que le smash est au tennis. Vous suivez, certains en ont fait tout un art et leur spécialité, à l'instar de Yann Deblaine, dont Grégory Naboulet et Delphine Parek-Miller ont pu admirer la maîtrise. Ceci n'est pas un basketteur, du moins pas comme les autres. Son truc à Yann Deblaine, c'est le dunk. Ce geste, si spectaculaire, devenu depuis 10 ans une discipline à part entière. Le dunk est né en NBA, le championnat de basket américain. Yann, lui, n'aime pas le basket traditionnel, ou seulement avec des amis. Il préfère être seul face au panier. Le dunk, ça va au-delà, c'est presque une nécessité. C'est un vrai besoin pour moi. Le roi du dunk, c'était lui. Michael Jordan, véritable modèle d'une génération. En France, on compte une vingtaine de dunkers de haut niveau. Kadourziani en fait partie. C'est même devenu une référence, un mentor. En fait, je suis un gourou, un kangourou. Le dunk, c'est un peu le grain de folie du basket. C'est ce qui rapproche les deux mondes, quoi. Le monde officiel et le monde un peu plus populaire, la base, quoi. Ce soir, Yann participe à son 3e All-Star Game. Bercy, c'est un autre monde. Quand on pense qu'il va y avoir à peu près 15 000 personnes, c'est autre chose que 4 spectateurs sur son petit terrain. Un concours de dunk, ça se gagne à l'applaudimètre. Alors Yann a bien essayé de mettre en avant ses 1,25 m de détente. Mais il est tombé sur plus fort que lui, ou plutôt plus acrobate. Avec cette rondade, le Canadien Justin Darlington remporte le concours. Bercy en a encore la tête toute retournée. Fastoche. Après Sin City, le réalisateur Frank Miller revient avec The Spirit, l'adaptation d'une bande dessinée des années 40. Laissé pour mort, un détective masqué revient à Central City. Son objectif, traquer les criminels. Un thriller onirico-sexy avec Eva Mendes et Scarlett Johansson. Marie Jaujoin, Frédéric Capron. Qu'est-ce que vous êtes? Voilà ce que cette femme m'a dit. Suis-je une sorte de fantôme? Je bouge encore, je respire encore. Je vis encore. Je m'appelle Denny Colt, j'étais flic et je suis revenu d'entre les morts. Mon surnom, le Spirit. Je combats le crime dans les rues sombres de Central City. Si ça vous rappelle quelques super-héros genre Batman, c'est que ce personnage a inspiré beaucoup d'auteurs de bandes dessinées. Un héros masqué vêtu de bleu, créé en 1940 par Will Eisner. Décédé en 2005, il n'a pu voir l'adaptation de son ami Frank Miller. Il plonge le Spirit dans un univers noir, sensuel, violent. Seule demeure la cravate rouge. Quant à l'acteur, il devait être inconnu. J'ai tenu à ce qu'il soit connu juste comme le Spirit. De tout le casting, Gabriel Marth a été le plus héroïque, le plus viril. Et il a le même sens de l'humour que le personnage. Les mains derrière la tête. Le sens de l'humour, à son insu. Ce sera bien volontiers. Un homme à femme aussi. D'accord. Mettez-moi un peignoir ou n'importe quoi d'autre, sans entourloupe. À vos ordres. Ce serait génial s'il y avait un mec surveillant les villes. Je ne sais pas à Paris, mais à New York ou Los Angeles, ce serait utile. Un homme qui soit là pour nous sauver. Ça tient du conte de fées, bien sûr. Et pas de conte de fées sans méchant. L'ennemi s'appelle Octopus, il est flanqué d'une assistante aussi cruelle que sexy. Il faut vraiment s'occuper du Spirit. Rien ne peut nous arrêter, on est indestructible et c'est ce côté-là qui est amusant. Certains méchants ont des scrupules, éprouvent même un malaise à faire toutes ces choses terribles. Et il y en a d'autres qui prennent juste leur pied à être des salopards. Et c'est vrai, nous on aime ça, on s'éclate. Seule frustration pour les méchants et les gentils, jouer dans un studio entièrement vert, car tout le reste a été créé sur ordinateur. Impressionnant, le Spirit retrouve encore une nouvelle vie.
Tout le monde veut Coco. Pas moins de 2 films sont en préparation sur la vie de Gabrielle Chanel, modiste, styliste, mais surtout femme qui aura précédé son temps et défié les courants. C'est France 2 qui dégaine la première avec un téléfilm en 2 parties, diffusé à 20h50 demain et après-demain. Isabelle Béchler, Olivier Robert. Une grande dame du cinéma américain pour incarner Coco Chanel lors de son comeback dans les années 50, c'est grâce à une coproduction transatlantique. Car Chanel, la marque, a une notoriété mondiale, mais il fallait découvrir la femme et la créatrice derrière la marque. J'ai rarement été déçue à ce moment. Marc, tu veux être gentil, évitons les condoléances, s'il te plaît. De pouvoir tourner avec Shirley MacLaine est un vrai bonheur. C'est une femme qui a apporté à ce projet une dimension totalement différente. Je ferai en sorte que vous ne soyez pas déçue, madame. Je vous ai affecté à l'atelier de confection pour commencer. Je vous demande d'être... Douée pour la couture à l'orphelinat, Gabrielle est placée en apprentissage chez une couturière, pas très commode. C'était quand même une époque, au début du siècle, où on n'était pas très tendre avec les ouvriers. Et le monde du travail était quand même assez âpre. Gabrielle s'est ensuite fourvoyée dans quelques bars de sa ville natale de Moulins. C'est là que le premier homme de sa vie l'a rencontré. Amour, mais pas de mariage. Voici mes chevaux. L'amour de ma vie. Après vous, peut-être un jour. Cette femme à la fois de caractère, qui a une espèce de rage comme ça, de vouloir s'en sortir, je pense que c'est ça qui le touche et c'était peu commun à l'époque. Je devrais peut-être me lancer là-dedans. Dans quoi? La mode. Les chapeaux pour commencer. Boy, le meilleur ami de son amant, va aimer Coco et croira en son talent. En cela, il est moderne comme elle. C'est un businessman, donc il se dit qu'il y a quelque chose à faire avec cette femme. En tout cas, c'est le premier qui présente ça et il a fortement raison. Coco Chanel est un film sur l'anticonformisme qui réussit parce qu'il est créatif et visionnaire, mais souvent dans la douleur. D'où tiens-tu une telle force de caractère? On devient fort par ses échecs, non par ses succès. Voilà pour l'essentiel. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. À Marseille, la police court toujours pour tenter de retrouver le malade de 39 ans échappé d'un hôpital psychiatrique dans la nuit de vendredi à samedi. L'homme est décrit comme très dangereux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, c'est avec Nathalie Riouet. 20h50, très beau film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp. Demain, pour l'information, c'est Françoise Laborde que vous retrouverez à 13h, David Pujadas à 20h. Excellente soirée à tous sur France 2. Merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.